sur notre map monde un jour. Peut-être les humains iront tous unis la main dans la main. L'amour, c'est la beauté du monde. Julien Duvivier est un cinéaste français qui est né en 1896. Il a à son actif 65 longs métrages, dont 21 durant la période du muet. Et il connaît un grand succès à la fin des années 30, notamment en 36 avec La Belle Équipe et en 37 avec Pépé le Moco. En 38, il a une petite expérience américaine. Il est accueilli par la MGM et il revient ensuite en France. Et au moment de l'occupation, il va de nouveau s'en aller aux États-Unis où il va pendant 5 ans tourner des films de commande qui seront pas très convaincants pour lui. Il répondra à des commandes qui ne le convaincront pas beaucoup. À l'issue donc de la guerre, il doit d'abord faire un film à Londres sous la production d'Alexandre Korda, qui est une adaptation d'Anna Karénine avec Vivian Leigh. Mais au moment où il commence le projet, Vivian Leigh subit une longue dépression et on met en pause le projet pendant 6 mois. Et à ce moment-là, il décide d'anticiper son retour en France. Et il va donc, à ce moment-là, décider de faire un film assez rapidement. Et il jette son dévolu sur un roman de Georges Simenon qui s'appelle Les fiançailles de Monsieur Hir et qui est paru en 1933. Alors, Simenon, c'est un auteur à succès qui a déjà vendu pas mal de droits au moment des années 30. Entre 31 et 32, il y a 3 de ses romans qui sont adaptés au cinéma, mais qui sont à chaque fois des échecs et qui sont donc considérés par Simenon comme des navets, et il décide de plus du tout céder ses droits. Simplement, l'occupation et la guerre aidant, il va avoir besoin de liquidité et il va revenir sur sa décision. Et donc, Julien Duvivier va s'associer à Charles Spaak, qui est un scénariste de renom. Il a déjà collaboré avec lui pour La Belle Équipe notamment, et c'est aussi à lui qu'on doit le scénario de La Grande Illusion de Renoir en 1937, qu'on a eu l'occasion de voir ici d'ailleurs. Et Charles Spaak, c'est quelqu'un qui apporte toujours un regard assez sombre, assez noir sur la nature humaine, et qui aime beaucoup confronter des idéaux à un principe de réalité qui va être celui généralement de la désillusion. Ils travaillent donc ensemble à l'adaptation pendant que se constitue le casting. Donc Michel Simon, qui est le personnage principal, est quelqu'un qui, depuis 3 ans, s'est un peu terré en ermite et qui n'a plus rien tourné. Au début de l'occupation, il a un petit peu travaillé pour la Continentale, qui est la fameuse société de production allemande qui travaille en France durant les années d'occupation. Mais il a pris ses distances et il a décidé d'attendre. Et là, il retrouve un rôle qui l'intéresse beaucoup parce que ce personnage de misanthrope lui correspond pas mal. Et c'est un rôle qui est assez éloigné de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent et ce qu'il fera encore après, à savoir des rôles généralement hauts en couleur, assez fantasques, un peu rabelaisiens comme ça. Alors que là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la douceur et un rôle assez mélancolique. Ce qui était d'ailleurs un projet de Simenon au départ. Quand il écrit ce roman, il a envie de changer un petit peu. Simenon, c'est à lui qu'on doit Les Maigret, notamment. Et il a envie de faire un film d'atmosphère, un film psychologique qui est certes un petit postulat de roman policier, mais il veut aller dans une autre direction. Il a été notamment marqué, Simenon, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il est journaliste à Liège, par une scène qui ressemble beaucoup à ce que deviendra son roman, à savoir le lynchage d'un Allemand que les gens considèrent comme un espion et qui vont poursuivre et qui va finir sa course sur les toits, suspendu réellement au toit, sauf que dans la réalité, il finit par être récupéré par les pompiers, alors que dans son roman, il a un destin plus funeste, tout comme dans le film. Même si dans le roman, il meurt en réalité d'une crise cardiaque et pas de la chute, qui est bien plus visuelle qu'on vient de voir à l'instant. Donc pour le casting, on a Michel Simon et on va aussi avoir une actrice. Au départ, Julien Duvivier a envie d'une nouvelle actrice. Il a envie d'aller chercher du côté de la jeunesse. Certains prétendent que Simone Signoret, qui à l'époque est absolument inconnue, aurait été castée pour le film et que Duvivier voulait la faire tourner, mais que les producteurs veulent une star plus confirmée pour être sûr de la viabilité du projet. Viviane Romance est déjà très connue à l'époque. Elle a notamment joué sous la direction de Julien Duvivier dans La Belle Équipe, avec un rôle assez similaire, une vision souvent quand même, il faut le dire, très misogyne, à savoir dans La Belle Équipe, c'est la femme qui vient faire capoter tout le joli projet des hommes, cette bande d'amis qui ont un projet un petit peu utopiste. Et
Là aussi, elle n'est pas sortie indemne des années d'occupation. Elle n'a jamais tourné pour la Continentale, mais elle a été emmenée un peu de force pour aller visiter, dans un voyage qui a tout d'une propagande, les studios à Berlin. Et on lui reproche beaucoup. Et au moment de la libération, elle passe un petit temps en prison, le temps que des enquêtes soient faites. Et donc, elle sort de prison pour jouer un rôle d'une femme qui sort de prison. Donc, il y a une certaine ironie, en fait, dans le rôle qu'on lui demande de jouer. Le tournage, donc, est un tournage dans lequel Duvivier est fidèle à lui-même. C'est quelqu'un qui a été régisseur au début de sa carrière et qui, donc, dans ce rôle-là, était celui qui centralisait à peu près toutes les demandes, les frustrations et les énervements des uns et des autres, et qui, lorsqu'il se retrouve chef d'équipe en tant que réalisateur, va assumer son rôle de chef de projet et se révèle assez tyrannique avec tous les collaborateurs, même s'il n'est jamais injuste, mais c'est quelqu'un qui est très exigeant et qui dirige d'une main de fer ses plateaux. C'est un tournage qui se déroule au studio de la Victorine à Nice, qui sont très importants, très célèbres, et dans lesquels on a tous les décors que vous avez vus, hein, à de rares exceptions près, notamment les scènes de près de la rivière, dans l'île des Loups, etc. Tout est tourné en studio. Et c'est un tournage qui, comme assez souvent, fait un peu les choux gras de la presse. On est très attentif au retour de Julien Duvivier, qui est quand même quelqu'un de bien connu à l'époque. Et puis, on a des petits échos comme quoi Madame Romance aurait des caprices, donc ils doivent intervenir dans la presse pour dire que tout se passe bien. Et gérer un petit peu Michel Simon. Il y a une interruption d'une semaine suite à une entorse, mais surtout, Michel Simon est dans un état un peu paranoïaque parce que cette atmosphère très lourde de suspicion suite à la libération le rend inquiet. Et un jour où un spot tombe et s'écrase à côté de lui, il est persuadé que les gens lui en veulent, il crie rat et il va se réfugier pendant plusieurs heures dans sa loge, il refuse d'en sortir, donc il est quand même un petit peu fébrile. Le film est refusé par le comité du Festival de Cannes et sortira donc en 1946. Et il va se faire absolument étriller par la critique, parce que le film est attendu, mais en réalité, Duvivier est surtout attendu au tournant. Et très clairement, on lui fait un petit peu payer son absence, et surtout, le film n'est pas du tout dans l'air du temps. On est en train de commencer à construire un mythe d'une France unanimement résistante dans laquelle la bienveillance, l'entraide et la solidarité auraient prévalu. Et là, il est en train de vous faire un portrait absolument terrible de la nature humaine et du français moyen, et c'est quelque chose qu'on n'est pas du tout prêt à recevoir. Donc le film est vivement critiqué, c'est pas un immense succès, et même André Bazin, critique de renom, va l'étrier dans une critique assez assassine. Et Julien Duvivier, qui va continuer à tourner pendant toutes les années 50 notamment, finira par faire partie de tout ce lot de cinéastes d'avant et d'après-guerre qui seront complètement dévorés par la nouvelle vague et qu'on va oublier pendant des décennies. C'est grâce à un ciné-club, en fait, qui va retrouver un petit peu ses lettres de noblesse, de Patrick Brion sur FR3 à l'époque, le cinéma de minuit, qui va reprojeter les films qui sont absolument introuvables. On est avant l'ère du DVD, des restaurations, etc. Et un certain nombre de films de Julien Duvivier, dont Panique, qui est aujourd'hui vraiment reconnu comme son chef-d'œuvre, va être projeté à la télévision et faire l'objet ensuite de certaines études critiques et puis d'une restauration que vous avez pu voir ce soir un peu plus récemment dans l'histoire. C'est un film qu'on peut aborder par plusieurs prismes, le premier étant celui évidemment du film policier. Donc on a, comme dans le roman de Simenon, des éléments de base avec un meurtre, une enquête, des faux coupables, des suspects, etc., des pièces à conviction, qui font qu'on est dans un registre qui est celui du policier, auquel s'ajoute un certain réalisme. Vous avez probablement noté le travail sur le son. Vous avez de nombreuses séquences durant lesquelles vous avez un bruit de fond. Vous allez tout de suite perquisitionner partout, interroger tout le monde. Ne vous en faites pas. Permettez-moi de me présenter. Adrien Sauvage, chef de bureau contribution directe. Des travaux, la scierie, etc., très régulièrement. Il y a cet ancrage réaliste qui va donner une certaine couleur locale et puis un peu qui donne un sentiment de prise directe. Et bien entendu, on va travailler toute l'esthétique du film noir. Le film noir, dans les années 40 à Hollywood, c'est extrêmement important. Et on va retrouver tous ces motifs. Vous avez la femme manipulatrice, vous avez les conspirateurs. Et rien que dans l'esthétique,
On est dans ce cadre urbain, souvent nocturne, dans lequel vous avez des ombres furtives, des silhouettes qui se dessinent avec la fumée de cigarette qui sort de la bouche, ce genre d'éléments qui participent complètement à cette mythologie-là, à laquelle on va ajouter plusieurs éléments. Le premier, c'est celui du réalisme poétique. Donc là, je vous parle du mouvement du cinéma français des années 30, dans lequel s'est distingué Marcel Carné, qui travaille deux éléments qu'on retrouve profondément dans ce film. Le premier, c'est celui justement du film de studio dans lequel le décor a un rôle prééminent. Vous avez chez Marcel Carné, Hôtel du Nord par exemple, tout se déroule autour de ce lieu. Pareil dans Le Jour se lève, où Gabin est muré dans sa chambre en haut de cet hôtel et vous avez la foule en bas qui regarde ce qui va se passer au petit matin. C'est vraiment très similaire. Ou Quai des Brumes avec toute cette imagerie de la ville la nuit. Et autre élément du réalisme poétique, c'est cette figure justement du marginal, d'un personnage qui est un petit peu idéaliste et qui va avoir une profonde désillusion face à tout son entourage et face à un monde qui va un petit peu le dévorer. On retrouvera ça évidemment dans les films de Marcel Carné, mais aussi dans ceux de Duvivier, que ce soit dans La Belle Équipe, on en a déjà parlé, ou La Bandera, pareil avec Gabin, d'un personnage qui est victime d'un amour un peu passionnel. C'est aussi le cas dans Pepe le Moko, pareil, des personnages isolés, idéalistes, passionnés et qui finiront par être détruits par leur entourage. Si on parle de film noir, on parle aussi évidemment d'une des grandes influences du film noir qui nous vient d'Allemagne et qui est l'expressionnisme. Et c'est clair que le film emprunte beaucoup des codes visuels de ce mouvement-là. On le voit dans des plans obliques, des plongées, des contre-plongées, des choses qui sont vraiment toujours dans cette esthétique qui consiste à retranscrire sur le décor tous les sentiments qui animent les personnages et une atmosphère très singulière. Et ça, c'est quelque chose qui est très marqué et dans lequel vous avez notamment ces ombres portées, tous ces motifs sur les escaliers, des espaces qui sont dans des jeux d'ombre et de lumière, des blancs et des noirs très contrastés. Et ces éléments-là participent à une atmosphère assez singulière qui va quasiment dériver vers le surnaturel. On a quelques petits éléments, la figure du docteur Varga, qui est donc un astrologue qui lit les thèmes astraux, etc. Vous avez aussi cette diseuse de bonne aventure, la cartomancienne, qui viennent ajouter dans des décors complètement saturés avec tout le folklore qu'on peut imaginer des sciences occultes et qui ajoute une dimension qu'on retrouve très souvent dans l'expressionnisme et qui peut aller irriguer un petit peu le film noir. À cela s'ajoute un autre thème qui est celui du film de la romance, et une romance complètement conditionnée par celle du policier et du film noir. Si on regarde, l'une des tristes morales du film est que les gens qui ont des sentiments sincères sont des gens qui baissent la garde et qui finiront par être dévorés par ceux qui en ont moins ou ceux qui en sont totalement dénués. Toute l'histoire d'amour à trois dans ce récit est complètement phagocytée par le mensonge et par un double discours permanent. La quasi-totalité des dialogues qu'on a entre les personnages sont toujours des dialogues dans lesquels vous avez, vous, en tant que spectateur, une suspicion sur quelles sont les intentions réelles. Au départ, quand Ir parle avec Alice, on pense qu'il va la faire chanter parce qu'il a des informations sur Alfred. Ensuite, elle-même, quand elle est avec Alfred, dans un moment un petit peu intime, elle lui demande qu'il lui achète un manteau de fourrure pour voir s'il a les fameux 7000 francs dont a parlé Ir. Et donc, on cherche à savoir qui est coupable, qui est-ce qui va réellement avouer, quel est le degré de preuve qu'a l'autre, etc. Et donc, en permanence, tous ces échanges de couple sont toujours frappés d'intentions malveillantes. Et si on regarde le réel couple qu'il y a dans ce film, c'est celui des amants criminels, qui apparaît dans des figures un petit peu spectrales, avec des images souvent très ironiques, quand ils se retrouvent par exemple devant l'église, et un couple qui, dès le départ, est un couple caché, qui feint de se rencontrer, et à plusieurs reprises, chaque fois qu'ils ont un moment qui pourrait être un moment un petit peu de complicité intime, à 3 reprises, ils sont systématiquement interrompus parce qu'ils sont dans un monde qui les surveille. Donc il y a aussi cette tension-là qui s'ajoute, et d'ailleurs un monde qui a l'air d'être dans le même type d'activité un petit peu cachotière. Si vous regardez cette balade devant l'église, ils croisent 2 autres couples qui ont l'air d'être aussi en train de profiter de l'ombre et qui sont probablement illégitimes. Donc ça nous donne aussi une idée du regard que Duvivier porte sur toute cette petite société. Et on aboutit à des scènes qui sont des scènes souvent terribles. La scène du lendemain de la nuit, c'est le moment où elle est censée être en plein bonheur et elle est illuminée comme une très belle scène de cinéma hollywoodien. C'est le moment où il lui raconte toutes les horreurs de ce qu'il a pu commettre, à savoir que déjà il l'a trompée, mais en plus il a tué la femme avec qui il l'a trompée.
Et vous avez cette scène terrible aussi où ils s'étendent à même le terrain vague et ils ont l'air d'être en couple alors qu'il est en train d'aller chercher le fameux sac qui deviendra la pièce à conviction. Et de la même façon qu'il l'enlace, il l'entraîne comme une complice de son propre crime. Tous les éléments, finalement, dans ce film, associés au sexe ou à l'amour, sont systématiquement liés à la mort. On a ce couple-là, bien entendu, mais si vous regardez, vous avez aussi le personnage de Marcel, la prostituée, qui est celle qui est, au départ, une sorte de lien social par les services qu'elle prodigue visiblement à quasiment tout le monde, sauf à Monsieur Hirsch, ce qui explique qu'elle ne l'apprécie pas trop. Et ensuite, c'est elle qui est l'agent du chaos collectif. C'est très clairement elle qui va faciliter, notamment en donnant la clé et puis en montant cet escalier en disant on va pouvoir se marrer. Elle est vraiment celle qui va mettre de l'huile sur le feu et va précipiter la perte de Monsieur Hirsch. Et vous avez aussi la fameuse mademoiselle Nioblet, pauvre vieille fille, qui s'est laissée aller à un petit peu de tendresse et qui l'a payé de sa vie. Donc on est dans un regard extrêmement noir, en contrepoint duquel vous avez cette fameuse chanson qui revient à plusieurs reprises et qui clôt le film. L'amour, c'est la beauté du monde. L'amour, c'est la beauté du monde. L'amour, c'est des bulles dans les cœurs. L'amour, c'est la beauté du monde. L'amour, c'est la beauté du monde. Alors qu'on nous montre que c'est exactement l'inverse dans ce film-là, où l'amour mène à la trahison, mène à la manipulation et à la mort de certains protagonistes. C'est ce qui nous conduit aussi à l'autre angle intéressant du film, qui est celui du regard qu'on va porter sur la société humaine. C'est un film qui est clairement une sorte de grande satire sociale et très clairement, Duvivier le disait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la découverte de l'assassin, ce qui l'intéresse, c'est de faire un film d'atmosphère sociale. Et on a un tableau de figures avec des personnages qui sont vraiment des archétypes et qui jouent bien leur rôle, avec une sorte de galerie de Français moyens qui vont être des personnages souvent comiques. Ce sont des grandes gueules, ce sont des pleutres, des gens qui ont plein d'intentions et qui vont être assez drôles. Le boucher, par exemple, et puis évidemment le percepteur qui veut donner ses conseils à la police, qui lui ferme la porte au nez et puis qui ensuite a des grandes intentions. Et ces gens-là, quand ils sont au bar, sont en représentation et sont très sûrs de leurs faits. Mais progressivement, le comique devient de plus en plus grinçant parce qu'on voit évidemment à quel point ce comique est issu d'une bêtise et cette bêtise peut devenir extrêmement nocive parce qu'il y a un effet d'entraînement qui, bien entendu, va avoir les conséquences qu'on connaît. Et ce regard sur la société, il est aussi fait de manière extrêmement intéressante dans la manière dont l'espace est mis en place. Si vous regardez, on a un espace clos, cette place de Villejuif, avec ces palissades qui permettent en plus de boucher l'horizon. Et on a Duvivier qui est là et qui contemple cette petite société qui va subitement être animée d'une curiosité malsaine lorsqu'on annonce la mort d'une personne. Et ça va transformer toutes les conversations banales, soit en interrogatoire, soit en propagation de rumeurs et en désinformation. On voit bien comment l'écriture montre à quel point chaque fois qu'on entend un mot qui était au conditionnel devient à l'indicatif, une information qui a été vaguement entendue devient une certitude, et on montre cette mécanique justement d'une société dans laquelle tout va prendre des proportions incontrôlées et incontrôlables. Et à partir de là, on va avoir évidemment un groupe qui est considéré par rapport à celui qui s'en isole et qui est le personnage de M. Hirsch. M. Hirsch, c'est quelqu'un qui, au départ, on multiplie les scènes où on montre à quel point il est seul par rapport au groupe. Il se déplace toujours de son côté. Et c'est quelqu'un qui, dans l'imaginaire au départ du spectateur, est quelqu'un d'effrayant. Les premières images qu'on a de lui, c'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui est antipathique, qui a cultivé sa misanthropie. Et surtout, nous, on le découvre comme étant un voyeur. Un signe de perversion. Alors, le voyeurisme, d'ailleurs, dans le roman de Simon est encore développé. C'est vraiment un thème majeur. C'est aussi l'angle choisi par Patrice Lecomte, qui a fait sa propre version du roman de Simon dans un film qui s'appelle Monsieur Hirsch, qui est sorti en 1989 avec Michel Blanc et Sandrine Bonner. Et dans ce film-là, on a vraiment resserré. On ne parle pas du tout de la collectivité. C'est vraiment le trio et c'est principalement la relation entre Hirsch et Alice qui est développée, et notamment à travers toute la première moitié du film, qui est celle du voyeurisme.
En tout cas, là, c'est un élément dans le film qui fait de lui quelqu'un d'inquiétant. Vous voyez la manière dont il ne cesse de la regarder dans la fête foraine. Et nous-mêmes, nous sommes plutôt du côté d'Alice, à savoir, on considère ce personnage comme étant potentiellement un prédateur, ceci étant ajouté par la scène où il va donner une pomme à la jeune fille, etc. Cependant, on assiste assez rapidement à des éléments que n'arrivent pas à voir les autres, et notamment lorsqu'il y a l'enterrement de Madame Noblet, il enlève son chapeau. Personne ne voit ça à part nous. Le jeu du cadrage est assez intéressant. Et le reste du temps, on montre la foule qui se déplace et qui le regarde de manière dure parce qu'il n'est pas associé au cortège. Et c'est la seule chose qu'on retient. Et à partir de là, va naître une véritable ambivalence entre la connaissance progressive que nous, en tant que spectateurs, on va faire du personnage, avec Alice d'ailleurs, et l'empathie croissante qu'on va avoir pour lui. C'est un mécanisme qui est complètement expliqué dans un ouvrage largement postérieur au film, mais un ouvrage de l'anthropologue René Girard sur la question du bouc émissaire. Ça s'appelle La violence et le sacré, c'est un ouvrage extraordinaire qui est sorti en 1972 et dans lequel il explique ce processus du bouc émissaire. Il explique donc le bouc émissaire, c'est celui sur lequel on va concentrer tous les péchés de la collectivité et le fait de le sacrifier va purifier l'ensemble. Mais il faut trouver quelqu'un à l'écart qu'on veut bien sacrifier, mais cette personne doit quand même faire partie de la collectivité pour pouvoir porter sur elle les péchés du groupe. Et c'est exactement la figure de M. Hir. C'est-à-dire qu'on vous montre quand même à quel point ce type est intégré dans cette vie. Il a son petit rituel, il va chez le boucher, il est très ponctuel dans ses paiements à l'hôtel, il est même apprécié par ce patron de l'hôtel. Et la femme du boucher aussi dit qu'il n'y a rien à voir là-dedans, donc il a quand même la sympathie de certains. Et à partir du moment où on va vouloir trouver une brebis galeuse, sa différence va faire qu'il va évidemment être la personne toute désignée. Et c'est cet élément qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres ambivalences, c'est que lui aussi, comme les autres personnages, ment. Il a plusieurs identités, par exemple. Et il y a un sous-thème, d'ailleurs, qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on lui demande son véritable nom, Irovitch, ça renvoie évidemment au judaïsme. Et bien entendu qu'en 1946, on peut s'interroger aussi sur le fait que, comme par hasard, on ait cette mise en commun contre cette personne-là, même si ce n'est pas quelque chose qui est dit explicitement. Il y a des études qui ont été faites qui sont très intéressantes parce que je les trouve totalement abusive sur ce motif de l'antisémitisme. Certains critiques disent, par exemple, et c'est intéressant, mais un peu hasardeux, qu'à chaque fois qu'on voit un mort, et en plus, c'est pas à chaque fois qu'on voit un mort, mais on entend des trains qui sifflent. Quand on découvre Mademoiselle Mioblet, on entend les sifflements d'un train. Et ensuite, on le réentend au moment où on voit qu'il est en train de monter les échelles vers le toit et qui va vers, d'une certaine façon, sa condamnation. Certains y voient une référence au train de déportation. D'autres sont allés encore plus loin et disent que lorsqu'il arrive sur la place, et lorsqu'il arrive aussi à la fin sur la place où tout le monde l'attend, on voit la grande fresque murale pour la Suze, et donc que la Suze renverrait au fameux film Le Juif Sus, qui est le film de propagande antisémite fait par les nazis. Ça, c'est la critique française. On va parfois un petit peu trop loin quand même. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup fait réfléchir et qui est mentionné de manière subreptice, mais qui a sa place clairement aussi dans le film. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces différents métiers et c'est de voir aussi les différents lieux qu'il habite. Lieux dans lesquels il est beaucoup plus à l'aise. Vous remarquerez que quand il est dans son cabinet du docteur Varga, il a une assurance qu'il n'a pas en tant que M. Hir. D'ailleurs, le docteur Varga parle de M. Hir et des différentes réactions qu'il aurait en tant que l'un ou l'autre. Et de la même manière, il a une assurance avec Alice et il en aura aussi une avec Alfred, puisqu'il le contre sans problème, il l'empêche de l'assassiner, il le gifle et il l'humilie et il le renvoie de chez lui. Ça sera néanmoins aussi son point faible, puisque en ouvrant les espaces de son intimité, en dévoilant qui il est, en confessant à Alice sa solitude, son abandon, le fait qu'il n'a pas été un enfant aimé, etc., eh bien, il va lui donner autant d'armes contre lui-même et elle s'en servira. Cette façon de regarder ce personnage va donc déclencher le véritable sujet du film, qui est le film de lynchage.
Donc c'est un genre en soi, un sous-genre qui est très intéressant et dont on a plusieurs exemples dans l'histoire du cinéma, et notamment l'un des premiers longs métrages de l'histoire du cinéma, qui est le film de David W. Griffith, qui est Naissance d'une nation, et qui raconte vraiment l'histoire d'un lynchage. La différence est notable, c'est que c'est un lynchage contre les Noirs, mais qui est cautionné par le réalisateur. C'est un film extrêmement dérangeant idéologiquement. Naissance d'une nation, c'est en somme un film qui vous explique que le Ku Klux Klan a permis de sauver l'identité de l'Amérique. Donc film extrêmement raciste et très problématique aujourd'hui, mais duquel s'est racheté en fait Griffith l'année d'après en tournant Intolérance en 1916, et qui justement va considérablement humaniser son propos. Les films de lynchage, on les doit aussi à un réalisateur majeur qui est Fritz Lang, qu'on va bientôt voir ici avec Metropolis, et qui a tourné M le maudit en 1931, qui est vraiment l'histoire, pour le coup, d'une foule qui décide de rendre justice elle-même contre un assassin d'enfants, et un autre film qui va tourner quand il arrive à Hollywood, puisque lui-même va fuir évidemment l'Allemagne nazie, qui est un film extraordinaire qui s'appelle Fury, qui est sorti en 1936 et qui va mener encore plus loin cette réflexion sur justement la haine de la foule et les conséquences qu'elle va laisser sur la victime du lynchage. C'est un film que je pense vous projeter un jour ici qui est vraiment, vraiment fascinant. C'est un genre qu'on retrouve aussi dans le western. Et je vous cite juste deux références très très intéressantes. Vous avez le film de William Howellman, L'étrange incident en 1948, qui est en fait une sorte de 12 hommes en colère dans le milieu du western, mais en dehors d'une cour de justice, où clairement on a des hommes qui s'affranchissent de la justice et du shérif et qui décident sur leur colline d'aller voir et d'aller juger des hommes qu'on a envie de pendre, et on a la nuit pour décider, avec certains qui sont plus ou moins d'accord. Autre film, un peu plus tard, en 1952, par Delmer Daves, qui est La colline des potences, où là aussi, vous avez une figure d'un médecin qui est complètement différent de la communauté dans laquelle il essaye de s'intégrer et qui va mener à une vindicte générale. Donc ce sont des films vraiment très intéressants. Clairement, quand Duvivier il aborde le sujet, son intérêt, lui, c'est de parler du climat de la France. C'est ça qui l'intéresse. On est vraiment dans un climat extrêmement pesant. En gros, vous avez deux choix dans le milieu du cinéma, et évidemment, je parle du cinéma, mais c'est valable un petit peu partout. Au lendemain de la guerre, soit vous êtes parti et on estime que vous avez joué l'esprit de la défaite, soit vous êtes resté et vous avez été un collabo. Pas beaucoup de choix. Donc, lui, on lui reproche d'être parti, et quand il revient, il sent vraiment un climat d'une immense tension, et c'est de ça qu'il veut parler. Et il le dit très clairement. D'ailleurs, vous remarquerez aussi dans cette espèce de comédie sociale qui vous montre les références très, très ironiques de ce fameux lavoir de la fraternité. Le mot fraternité revient très très souvent dans ce décor unique, parce qu'en plus on a plusieurs types d'enseignes. Il y en a une très grande et une beaucoup plus petite, mais très régulièrement, alors que les gens sont en train justement de se mettre les uns contre les autres et d'être dans cette vraie jouissance d'aller opérer une violence contre quelqu'un, vous avez le mot fraternité qui apparaît partout, et à la fin, quand on est dans cette image étoile, vous avez aussi le drapeau français. Donc très clairement, à travers cet élément de la devise de la France et ce drapeau, Duvivier est clair dans son propos, c'est de la France qu'il parle. Et cette façon de traiter du lynchage et de l'hystérie collective va générer toute une série de procédés proprement cinématographiques. Le premier, c'est celui du son. Vous avez un travail, on en a parlé pour le réalisme, mais c'est aussi valable pour cet élément-là. Si vous regardez, si vous écoutez, il y a un travail sur la cacophonie qui est absolument fascinant, puisque cette fête foraine, qui est un élément qui a été ajouté par Spaak et Duvivier dans l'écriture du scénario, c'est pas dans le roman, vous avez vraiment plusieurs mélodies en même temps qui sont normalement festives, mais qui en réalité ici créent une sorte de malaise. Et de la même façon, on a des répliques qui sont distinctes de la part des personnages, tous ces rôles secondaires qui là aussi ont été vraiment ajoutés par les scénaristes, et qui ensuite vont aboutir à une clameur généralisée. Donc on a une espèce de cri croissant tout au long du film, et qu'on va retrouver aussi dans la question du point de vue.
Vous avez à la fois ce regard panoptique en surplomb de la part de Duvivier qui regarde toute cette communauté en pleine effervescence comme dans une cocotte minute et les individus qui vont s'agréger les uns aux autres. Vous avez la manière dont on montre des visages qui sont en trop gros plan. Vous avez les contre-plongées ou les plongées qui viennent créer des sentiments d'oppression qui fonctionnent très bien pour accompagner justement cette hystérie croissante de tous ces personnages-là. Et bien entendu, pour accompagner cette dynamique, vous avez tous les mouvements de caméra. Dès la découverte du cadavre au départ, on va avoir ce long travelling et ces mouvements-là vont aller croissant au fur et à mesure du film, avec à chaque fois un travail sur la durée des prises de vue et des insistances, qui sont celles vraiment d'un regard d'un anthropologue, d'une certaine manière, qui va aller capter la manière dont les gens parlent, aller capter des éléments qui sont à prendre en compte, la façon dont la caméra va aller chercher, par exemple, ces tasses, là, pour le symbole de la solitude de Monsieur Hir, par exemple, et on va retrouver ça dans ces travelling latéraux où on voit ces personnages qui se déplacent progressivement et qui emmènent les uns et les autres pour former tout ce groupe-là. Et à la fin, on termine sur un mouvement circulaire qui devient proprement vertigineux et qui montre la manière dont tout le monde forme une masse compacte pour se mettre contre le bouc émissaire. Ce mouvement-là, on le retrouve aussi du côté de l'exploration des espaces qui sont saturés, beaucoup d'espaces orthonormés avec des traverses, des lignes droites, des escaliers assez étroits, et progressivement des personnages qui viennent de plus en plus s'amalgamer. Si vous regardez la scène dans le bar, par exemple, à chaque fois que quelqu'un parle, il arrive et il vient s'amasser comme ça. Vous avez à un moment une espèce de potentielle libération avec un panoramique extrêmement violent vers le flic qui est justement la voix un peu dissonante qui pourrait être celle de la loi, qui s'écarterait justement de toutes ces passions humaines. Et on passe de la vision extrêmement horizontale à la verticale, qui est cette expulsion par les toits de l'élément qui va être dérangeant. Qu'est-ce qui motive ces gens-là, à part évidemment le sentiment très ridicule de faire justice, c'est évidemment leur goût du spectacle. Et c'est un sujet absolument majeur dans le film. Dès le départ, on vous montre cette place qui est comme une sorte d'arène dans laquelle ce qui compte, c'est le divertissement et c'est quand il y a quelque chose à voir. Dès le début, on a ces enfants qui viennent tous assister à cette découverte du cadavre. Et à partir de là, on a une série d'éléments qui vous montrent des divertissements qui sont là pour, en permanence, proposer quelque chose de nouveau à voir pour les personnages. Vous avez la fête foraine qui arrive, qui crée du mouvement, qui crée de la musique, des lumières, des sucreries, etc. Et puis vous allez avoir cette façon qu'on a en permanence de passer d'un spectacle à l'autre. Si vous regardez, tous ces mouvements de caméra dont je vous parlais font souvent la transition entre deux mondes. Quand on filme la procession, par exemple, funéraire, on est d'abord sur la scène des autotamponneuses, et puis on a les prix, etc. Et puis la caméra va à un nouveau spectacle qui est celui de la procession funéraire. De la même façon, vous allez avoir la transition entre le catch et la foule qui sort pour aller voir un autre spectacle qui serait celui de « on a découvert l'assassin ». Et pareil, quand c'est terminé, tout le monde retourne aussi au manège. Donc on a tout le temps un flux continu comme ça qui montre qu'on est en quête en permanence de spectacle. Dans une approche de ce théâtre qui est une approche très carnavalesque en réalité, dans laquelle on va pouvoir libérer tous ses instincts et se laisser aller à une espèce d'euphorie dans laquelle, puisque tout le monde fait la même chose, on peut y aller franchement. C'est ce qu'on voit dans la première scène de divertissement qui dit beaucoup de choses. C'est cette fameuse scène dans les autotamponneuses où on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est a priori ludique. D'ailleurs, une figure quasiment enfantine de Hir qui est là dans sa petite auto, qui a l'air tout gentil. Et si vous regardez, la manière dont progressivement, d'abord il y a un règlement de compte, celui évidemment d'Alfred et d'Alice contre lui, mais en réalité, tout le monde va finir par joindre ce règlement de compte sans réfléchir et sans mobile du tout. Et il est le seul à être seul dans son auto. Tous les autres sont en couple, systématiquement. Et on a vraiment ceux qui sont en couple et qui se sentent forts à deux contre celui qui est seul. Et dans cette idée d'un théâtre et d'un spectacle permanent, le rôle du couple est vraiment celui de deux metteurs en scène. Vous avez Alice qui, à chaque fois, écrit le scénario. Elle lui dit « bon, on va faire semblant de se rencontrer ». Quand elle le voit la première fois, elle lui dit « non, tu fais rien ». Elle écrit leur rencontre en disant « voilà, ça va être un vrai coup de foudre, on va faire comme ça ». C'est elle qui réfléchit à la manière dont justement elle va disposer de l'accessoire qui est le sac. Donc elle a toutes ces idées-là. Et lui,
il est vraiment un chef d'orchestre, d'une certaine manière. Dès le début, c'est celui qui éclaire la morte, c'est celui qui pousse tout le monde, qui en fait des tonnes pour se montrer justement intégré socialement. Et c'est celui qui va diriger le plan final, depuis la salle de catch même, et qui sait exactement comment faire pour que le scénario fonctionne. Et il dit, laissez les gens finalement agir d'eux-mêmes. Parce qu'il connaît la nature humaine, étant le pire d'entre eux, il sait comment sont les autres, et donc il sait quelles sont les impulsions à donner pour que la fiction fonctionne et que les gens puissent la savourer et en jouir. Et on aboutit à cette pièce finale, cette scène incroyable où cette fois tout va se figer. On attend le personnage et vous avez vu qu'on est dans quasiment une pièce contemporaine où quand il arrive sur cette place, tout le monde est caché. D'abord, tout le monde a cherché ses places. Il y en a un qui parle de corrida, l'autre qui trouve les premières loges. On travaille énormément cette manière d'attendre le spectacle et vous avez ces personnages fixes qui l'attendent et un sentiment d'irréalité qui est celui du calme avant la tempête et avant le déchaînement collectif où tout le monde, cette fois, va converger. Et donc, ce théâtre permanent, il va nous mener vers la tragédie, bien entendu, et qui est cette idée qu'on est dans un élément qui doit mal se terminer. Quand il revient de Hollywood, Duvivier dit moi, ça fait 5 ans qu'on me commande des happy end et de la guimauve, je n'en peux plus, je veux voir le réel tel qu'il est. Donc c'est aussi pour ça que le film est d'une telle noirceur. Il a besoin de se reconnecter aux choses telles qu'elles sont. C'est un grand pessimiste qui est de ce point de vue-là très proche de M. Hirr. Et il va vous proposer un tableau absolument terrible et noir de la nature humaine. Ce tragique, on le retrouve dans le fait que tous les personnages portent en eux un passé. Elle sort de prison, lui a commis un meurtre, Alfred, et M. Hirr explique qu'il a été abandonné par sa femme, par son ami, il a été un enfant mal aimé, chacun porte des choses. Et on croit dans une prédestination, puisqu'on va aller consulter la cartomancienne. Et d'ailleurs, à chaque fois, vous remarquerez que ceux qui sont en contact avec les astres ou la divination disent des choses vraies, puisqu'on a cette idée qu'effectivement, on peut deviner certaines choses. On peut annoncer que, oui, le mariage, c'est pas pour tout de suite, effectivement, qu'il y a un homme instruit, oui. Et puis lui, en tant qu'astrologue, il découvre aussi des choses sur le fait que ça fait 3 ans qu'elle est avec lui. Donc, on croit à ces éléments-là. Et du point de vue tragique aussi, vous avez cette idée qui est de proposer aussi une lecture dans laquelle on est dans quelque chose de circulaire. C'est-à-dire que les personnages sont condamnés à échouer et on a l'idée d'une répétition. La première séquence de ce point de vue-là est extrêmement symbolique. La première image qu'on a, c'est celle des pieds d'un clochard sur un banc, pieds qui sont l'écho direct aux pieds de Mademoiselle Mioblet qu'on découvrira plus tard. Et de la même façon, c'est un indésirable qui se fait chasser par la police parce qu'il n'a rien à faire là et qu'on ne veut pas de lui dans le décor propre de cette petite place. Donc l'indésirable qu'on éjecte, c'est évidemment la figure de M. Hirr à la fin du film. Donc tous ces éléments-là sont inscrits et là aussi il y a une lecture tragique. Le film pourtant ne se finit pas entièrement mal. On aurait pu imaginer quelque chose encore pire où les amants criminels sont victorieux, ça paraît totalement inacceptable. Donc ils finissent par être attrapés. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Il y a toute une thématique du regard. L'un des éléments qui isole aussi notre M. Hirr, c'est son rapport à la photographie. Quelque chose de très étrange. La première fois qu'il apparaît, il y a un zoom très bizarre qui est fait sur lui. Et on est les voyeurs du voyeur, de quelqu'un qui photographie un truc improbable, un clochard qui se dispute avec un chien, les reste dans une poubelle, quelque chose d'assez terrible. Et on fait ce zoom très, très surprenant. Le zoom n'existe pas à l'époque. Ils ont probablement fait ça en post-production, en zoomant sur le négatif lui-même. Et en tout cas, on insiste sur cette activité de photographe. Et Hirr, c'est celui qui regarde les choses terribles. Petite parenthèse assez intéressante qui montre encore la proximité de Michel Simon avec ce rôle-là. Michel Simon était un érotomane assumé, qui avait une collection absolument incroyable de films érotiques, de photos aussi, notamment dans lesquels il était lui-même en scène. Et sa maison était un véritable musée dédié au sexe, au point que, à sa mort, son fils, un peu embarrassé par tout cet héritage, a tout mis dans la piscine et il a tout brûlé
par gêne, mais surtout parce qu'en fait, ils savaient que si des gens en venaient dans des ventes aux enchères à acheter ça, ils allaient trouver des images compromettantes d'à peu près tout le milieu du cinéma, parce que Michel Simon avait de très nombreuses connaissances. Et il en reste néanmoins, hein, j'ai eu le tort de faire quelques recherches là-dessus, et j'ai eu des images que je n'aurais pas cru possible dans les années 30, donc il reste certains témoignages des mœurs très libérées de Michel Simon. En tout cas, il partage cette idée du voyeurisme et de la photographie avec son personnage. Et c'est ce regard-là qui va perdre les amants criminels. Et c'est là que c'est assez intéressant, c'est qu'en réalité, hein, vous vous souvenez de ce qu'il dit quand il montre que son album photo, qu'il ouvre comme confession à Alice, il lui dit qu'il est passé du bonheur conjugal au musée des horreurs. Et il explique qu'il veut regarder le monde tel qu'il est, à savoir un monde sordide, pour ne plus jamais s'attendrir. Sauf que, évidemment, il n'a pas réussi à le faire, puisqu'il lui explique qu'il y a une image qu'il n'a pas pu maîtriser, c'est celle qu'il voit de son appartement, qui est l'image de cette femme, qui va en plus travailler cette image quand elle sait qu'elle doit le séduire. D'abord, elle le provoque en se mettant à la fenêtre avec son amant, puis ensuite, elle joue à la maîtresse séduisante en lui faisant des sourires, etc. D'ailleurs, quand il est dans cette situation de pur voyeur, il est dans une maîtrise, et à partir du moment où il ouvre son appartement, vous remarquerez une série d'ouvertures de l'espace. À de nombreuses reprises, il ouvre les rideaux dans ses autres propriétés, qui font de lui un personnage assez inquiétant aussi. Hein. Quand il arrive à l'île des loups, on se demande ce qui va arriver à la pauvre Alice. Mais en réalité, il ouvre les rideaux, il fait rentrer la lumière, et à partir de là, en fait, il va laisser rentrer tous les gens. Et si vous regardez progressivement, vous avez une femme qui toque à sa porte, qui ne laisse pas rentrer, puis la deuxième fois, il la laisse rentrer, puis vous avez Alfred qui arrive, et à la fin, il y a tout le monde qui débarque dans son appart et qui le met à sac. Et d'ailleurs, durant cette scène, permanence du spectacle, on entend toujours cette très belle musique de la fête foraine derrière, alors qu'on est face à une scène totalement sordide où on met à sac la vie intime d'un homme. Oh, d'accord, les vieux. Oh, la belle fille. C'est donc par une photo sur le réel sordide qui va dévoiler le caractère criminel de ces amants qui avaient l'air d'être bien sous tous les rapports. Et la figure du policier, qui est un personnage qui, comme souvent dans le film noir, est un peu mis de côté, est celui qui arrive à ne pas regarder dans la même direction que les autres. Si vous regardez dans la scène finale, tout le monde est rivé sur Ir pendu à sa gouttière, et le flic, c'est celui qui a des regards, qui regarde ces gens-là, parce qu'il sent que quelque chose coince avec eux. Donc cette capacité de regarder de côté, c'est ce qui l'aide, et c'est pas pour rien que c'est lui qui trouve le cliché compromettant, parce qu'il partage avec Ir cette façon de regarder de manière décapée, qui est évidemment celle de Duvivier sur le réel. Donc on pourrait dire que les amants étant punis, on a quand même une forme de morale. La dernière image laisse quand même entendre quelque chose de beaucoup plus amer. Le fait qu'on les laisse sur leur manège et le fait que la fête reprenne, regardez la vitesse à laquelle tous les gens se précipitent vers le manège dès que l'ambulance est partie. On vous montre aussi, là aussi, un écho, les gens qui se précipitent pour aller voir jusque dans l'ambulance le cadavre, qui sont exactement comme les enfants qui regardaient le cadavre de Mademoiselle Oblet au départ. On a toujours cette idée d'un voyeuriste qui n'a pas de limite. On ne se satisfait jamais, on n'a jamais vu assez de ce spectacle morbide et malsain. Et la reprise de la musique, même les flics disent vous n'allez pas perdre de l'argent. Allez, the show must go on, d'une certaine manière. On reprend la musique, on continue à se divertir. C'est fini, monsieur, c'est fini. Allons. Allez, en avant la musique. Tu perds de l'argent, mon vieux, allons. Allez, Charles, vas-y, mais en route. Circulez, messieurs, dames. Et cette circularité, cette espèce d'impunité très éphémère des amants, certes, ils vont être châtiés, mais très clairement, elle est en adéquation avec le regard de Duvivier sur le fait que les hommes n'apprennent rien de leurs erreurs et que cette mécanique collective, malsaine et morbide, reprendra son cours dès la prochaine occasion. Merci de votre attention.